Bonjour à toutes et tous, bonjour au public qui est présent cet après-midi à l'ACB et on les remercie de leur présence parce que ça fait plaisir de voir des personnes présentes dans la salle. On dit aussi merci à ceux qui sont connectés sur Facebook et qui vont suivre cette rencontre donc à partir de ce réseau social. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une rencontre littéraire, mais cette rencontre littéraire, elle ouvre le champ des possibles, puisque ce champ des possibles, c'est le 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Et à l'ACB, le groupe FIL, Femmes d'ici et là-bas, cette année a décidé d'avoir des activités tout au long du mois de mars et de ne pas se consacrer uniquement à faire un événement le 8 mars comme des institutionnels. Et notre newsletter de ce mois de mars, que vous pouvez vous procurer sur le site et aussi ici en feuille 4 pages, on l'a appelé « La vie des femmes est un combat ». Et c'est pas pour rien qu'on l'a appelé « La vie des femmes est un combat », puisque notre rencontre aujourd'hui, c'est aussi des combats de femmes. Et nous avons... Merci de bien vouloir ne pas mettre les pages Facebook en même temps sur vos téléphones en étant dans la salle, parce que ça fait un écho, je réentends ma voix... Je veux bien me dédoubler, avoir le don d'ubiquité, mais pas à ce point-là. Donc, nous donnons la parole aux femmes, mais aujourd'hui, nous allons la donner aussi à un homme. Et on avait commencé la semaine dernière avec le groupe de parole Timralen, parce que il est important d'entendre nos grands-mères, nos mères, nos tantes, nos grandes sœurs, celles de cette génération qui nous précède et qui sont arrivées en France dans les années 60, 70, et puis après elles seront suivies par celles des années 80 et 90, et dont l'histoire demeure invisibilisée, occultée. Leur bataille dans le pays d'origine, comme dans le pays d'accueil, n'a pas été toujours tendre à leur égard. Une vie de femme, confinée, avant tout dans leur rôle de mère. Entendre et écouter leur vie de combat pour notre génération et les générations qui vont suivre, savoir pourquoi nos grands-mères, nos mères ont émigré, les conditions de leur émigration, comment vieillissent-elles, où en sont-elles aujourd'hui, mais comment construire l'avenir si nous n'avons pas leur mémoire. La question n'est pas simplement d'honorer les femmes par de grands discours, mais de donner une place pleine et entière aux filles et aux femmes dans tous les domaines dans nos sociétés. Car comme l'a dit une femme dans le film de Bouchra Azouz, Nos mères, nos daronnes, la vie des femmes est un combat. Et aujourd'hui, je suis très heureuse et à l'ACB, nous sommes très heureux d'accueillir deux auteurs. Une femme, Habiba Benayoun, auteur du roman Cœur berbère, et un homme, Rachid Lamara, auteur du récit autobiographique Il a tué ma mère. Que cela soit le roman de Habiba ou le récit de Rachid, c'est le regard de deux enfants sur un drame familial traumatisant. La violence du père sur leur mère sans défense. Comment le fléau de la violence conjugale détruit la vie des femmes, parfois jusqu'au féminicide, mais détruit aussi la vie des enfants. Acte indélébile sur la vie des enfants qu'ils ont été et sur les adultes qu'ils deviennent. J'ai plongé dans vos deux récits. Ils m'ont énormément touchée. Pas simplement par l'amour de la mère qui est Yumma,
ou Dahbiya. Il y a la quête d'identité, la quête de vérité sur le drame familial et la quête de vérité sur sa propre personne. Deux écorchés de la vie, et je dirais plutôt deux auteurs que la vie a écorchés. Une fois n'est pas coutume, même si c'est autour de la Journée internationale des droits des femmes, je vais commencer par Rachid Lamara. Je vais commencer donc par dire que Rachid a écrit ce livre, Il a tué ma mère, coécrit avec, oui, avec un I minuscule. Et vous nous direz pourquoi. Coécrit avec Manon Loubet, un livre où vous êtes allé chercher la vérité sur le drame familial, sur ce féminicide, celui de votre mère le 16 octobre 1982. Votre mère est assassinée par votre père de 22 coups de couteau. Vous racontez ce drame et ses conséquences sur votre vie d'enfant. Vous aviez 5 ans. Votre mère a 15 ans quand elle se marie à votre père, qui en a 19. Il est originaire du village de Chafa Tizin Tella, en Algérie. Il se marie en 1955, en pleine guerre d'Algérie. À peine marié, votre père part en France pour travailler. Votre mère reste seule au village. De longues années de séparation entre ce père et cette mère. Retour au pays de votre père pour une courte durée. Votre mère tombe enceinte. Il y a un premier enfant, il y aura un deuxième enfant. Votre mère et vos 2 frères viennent ensuite à émigrer à Jouan-les-Pins en 1977. Et il y a une phrase que vous dites en page 43 de votre livre qui m'a interpellée. C'est que vous dites « Ils vivent dans 2 mondes parallèles ». Après plus de 10 ans de vie séparée, la cohabitation entre ma mère et mon père fut très difficile. Mohamed était resté un enfant gâté, le seul garçon de sa famille, avec tous les privilèges que cela implique dans la culture kabyle, sans réelle responsabilité. Sa vie se résumait à travailler, boire, sortir avec les copains et jouer aux petits chevaux. De son côté, ma mère avait élevé ses enfants et tenait sa maison kabyle d'une main de fer. Ils ont vécu tous les deux dans 2 mondes parallèles, très différents, pendant de nombreuses années. Les retrouvailles ont été un véritable choc socio-culturel. Rachid, la première question que je voudrais vous poser, et ce par quoi on va commencer, c'est que vous avez 5 ans quand votre mère est assassinée par votre père. Et en fait, pendant toute votre enfance, on va vous servir une autre version. On va vous dire que votre mère est décédée des coups de pied qu'elle a reçus de votre père. Pourquoi allez-vous vous lancer dans cette quête interminable de découvrir la vérité sur l'assassinat de votre mère? Bonjour à tous. C'est jamais simple de témoigner, mais je le fais. Je tremble, excusez-moi. Je sais que ce n'est pas des livres simples qu'on présente aujourd'hui. Je tiens à le dire. Je crois que j'avais plus de courage en l'écrivant que maintenant pour le présenter, quoi. Oui, la quête, je suis allé à la recherche de la quête. En fait, j'avais perdu une moitié de moi qu'il fallait que je retrouve, quoi. Et j'ai toujours cherché, en fait. D'ailleurs, je me posais toujours les questions. Comment ça se fait que mes frères, mes grands frères ne faisaient pas la même chose que moi, n'étaient pas comme moi, ne cherchaient pas cette vérité. Et moi, je savais que cette vérité existait quelque part. Elle était aux archives départementales des Alpes-Maritimes, mais il fallait juste y accéder. En fait, j'avais du mal à y accéder. Quand je suis arrivé en France en 98,
j'avais rencontré une fille qui est de Béjaïa. Je la salue, Malika elle s'appelle. C'était ma première copine. Et je lui ai raconté l'histoire. À ce moment-là, elle m'a emmené direct à la bibliothèque François Mitterrand pour récupérer l'article. On l'a cherché, on a trouvé l'article de Nice Matin. Et là, je vois Mohamed Lamara tue sa femme de 12 coups de couteau. Et là, c'est un choc, quoi. Et puis, cet article, je le cache chez moi pendant des années. Et puis, j'ai toujours une chanson derrière ma tête qu'il fallait que je retrouve cette histoire. Et donc, c'est qu'en 2012 que j'ai vraiment eu accès à ce dossier-là. En allant à Nice, en laissant la famille, je suis allé à Nice, j'ai loué un studio pendant 1 an, en cherchant, en gauche-droite. J'ai eu de la chance. Et puis, voilà, je l'ai récupéré par son avocat, l'avocat de mon père qui l'avait pris à l'époque aux assises. C'est lui-même qui m'a remis ce dossier. Il m'a dit, attention, j'espère que vous n'allez pas tuer votre père. Je lui ai dit, non, c'est pas le but. Et donc, voilà, j'ai eu comme ça le dossier. Oui. On va revenir sur votre quête qui va commencer en 2012, mais auparavant, comme vous le dites, vous vous interrogez pourquoi vous, qui aviez 5 ans, quand votre mère l'a assassinée, donc vous ne connaissiez pas la vraie version, et vous êtes interrogé pourquoi vous, plus que vos frères, vous aviez besoin de connaître la vérité sur l'assassinat de votre mère. Mais quand vous allez justement, à partir de 2012, avoir ce dossier entre les mains, vous allez découvrir que votre mère avait déjà été victime d'une première tentative d'assassinat de votre père. Puisque votre mère, en 78, elle reçoit déjà 3 coups de couteau. Et à l'époque, votre frère Amar a 15 ans, votre frère Belkacem 11, et vous aviez 3 mois et demi. Et déjà là, après cette première tentative, il y a le basculement, puisque votre mère est hospitalisée, vous êtes mis dans un foyer, vous êtes à la pouponnière de l'ASE, et donc, comme votre père, pour se sauver par rapport à cet assassinat, c'est la première phase de l'exil pour vous, puisqu'il vous emmène en Algérie. Il y a un premier départ en Algérie. Mais vous êtes un petit bébé. Et ça va durer le temps, quand votre mère sort de l'hôpital, voilà, elle vous ramène en Algérie parce qu'elle pense qu'il faut qu'elle se sauve déjà une première fois de cet homme violent. Et vous y restez un certain nombre de temps. Vous êtes ce petit bébé, vous n'avez pas connaissance de tous les faits. Tous ces faits-là, vous allez les découvrir dans ce fameux dossier que va vous remettre l'avocat en 2012. Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi cet avocat pense que quand vous aurez le dossier, vous auriez envie de tuer votre père. Je précise que ma mère a eu son premier enfant qui s'appelait Rachid. Je crois que il y a quelque chose comme ça on va dire qui est écrit, je ne sais pas. Enfin, c'est son premier enfant, elle l'a perdu au bout d'1 an, et puis elle a eu un autre, Amar, qui est vivant toujours. Et puis après elle a eu Malika, elle est décédée, après elle a eu Rachid. Elle a eu Rachid, elle m'a donné ce nom de Rachid, alors je pense que c'est pas pour rien. Excusez-moi, je donne de l'importance à tous ces signes. D'ailleurs, dans mon livre, il y a un chapitre qui s'appelle Les signes. Il y a beaucoup de signes. Oui, donc, je lui en veux beaucoup à mon père. D'ailleurs, je l'ai appelé après la sortie du livre. Je lui ai posé la question en lui disant pourquoi tu lui as donné 3 coups de couteau. Pour moi, l'assassinat, je l'ai compris, je l'ai consumé, enfin, je l'ai consommé, quoi. Les 3 coups de couteau ratés, et puis elle lui a pardonné, ça c'est toujours encore dans ma tête, quoi. Il l'a tuée, mais elle n'est pas morte. Oui, j'avais 3 mois. Je dirais même ça a commencé quand j'étais dans son ventre, quoi.
les coups, le bébé aujourd'hui avec ce qu'on connaît de la science ressent tout, quoi. Au lieu de mettre un CD pour les bébés dans le ventre de leur maman, moi je recevais des coups peut-être, je sais pas. Puis ouais, ma mère est rentrée à l'hôpital pendant des jours, et puis elle est sortie, elle est partie en Algérie avec moi. En laissant les grands ici, que mon père a renvoyé plus tard. Et puis c'est là que son père, mon grand-père maternel, lui a dit si tu retournes, je te renie, quoi. Et donc elle n'a pas écouté parce que ma mère était entre le marteau et l'enclume. Là, elle a souffert, il y avait la misère. Et puis elle a goûté à la France, la liberté un peu. Donc voilà, là je retourne, il y a l'homme violent, je reste ici, il y a sa famille, elle s'entendait pas bien aussi avec sa famille, il n'y avait personne pour s'occuper d'elle, donc elle a choisi de revenir. Et elle retourne donc chez son mari violent. Voilà. Et elle sait qu'elle est face à un mari violent, et vous le dites, hein, votre vie va être un véritable traumatisme de toute façon à tous, hein. Et surtout à votre mère, parce que c'est une vie de misère. Oui. C'est vraiment une vie de misère. Et quand on lit votre livre, on la ressent, la misère, hein, de la façon dont vous la racontez dans le livre. À des moments, on est obligé de s'arrêter et de se dire mais comment il y a pu y avoir de telles conditions de vie, même si c'est les années 50, 60, etc., le taudis que vous décrivez, et puis vous allez découvrir, oui, vous allez découvrir la vérité du taudis par la suite, hein, parce que vous n'aviez pas d'image à cette époque-là. Moi j'ai été le visiter, voilà, le taudis. Par la suite. Enfin, c'est plus un taudis, mais c'était un voilà. taudis. Et on va arriver donc à cette date du 16 octobre 1982, la date fatidique où votre mère est assassinée, alors que 3 jours auparavant, elle s'est rendue au commissariat pour dire qu'elle était en danger. Oui, elle était accompagnée de mon grand frère Amar. Donc j'ai la plainte, enfin je l'avais dans le dossier. Apparemment il l'a menacé aussi avec un couteau, et puis les gendarmes n'ont rien fait aussi. Enfin, ils l'ont laissé dans ce taudis, quoi. Ils ont placé les enfants, ils l'ont laissé là, on lui a coupé l'électricité, on lui a coupé l'eau, la vie, quoi. Et on lui a coupé, on lui a retiré ses enfants avec les services sociaux et les flics. Et en dernier, on lui a coupé les allocations familiales. C'était la seule rente qu'elle avait, quoi. Et c'était mon frère Bekassem qui montait dans l'immeuble d'en face, qui donnait face à notre immeuble, au 4e étage, pour lui balancer des biscuits. Elle a vécu comme ça pendant 4 mois, cloîtrée chez elle. Donc elle était prête pour... voilà, elle était vraiment vulnérable. Ma mère était une personne très très forte, mentalement et physiquement. C'était une bonne vivante aussi. Mais ce jour-là, elle n'avait pas mangé pendant 4 mois. D'ailleurs, quand on lui a fait l'autopsie, ils ont trouvé qu'une petite cuillère d'un liquide vert dans son estomac. Donc mon père, il avait tout dessus. Oui, tout à fait. On découvre donc cette vérité crue dans votre livre. Et donc, ce 16 octobre 1982, elle est assassinée de 22 coups de couteau. Et votre père, dans ses déclarations, dit bien qu'il n'a lâché le couteau que parce que le couteau s'est cassé, s'est brisé. Donc, on peut imaginer si le couteau ne s'était pas brisé et ce que ça aurait pu être de pire. Et c'est vrai que c'est un livre qui vraiment bouscule, hein, parce que c'est avec des mots simples qu'il a été écrit, mais il bouscule. Je voulais qu'il soit lu justement. Oui, parce que je pense que c'est un livre qui est à la portée de tout le monde, et c'est ça qui est important. C'est en ça que je salue le courage de votre livre, parce que je pense qu'il faut avoir le courage de l'écrire et de raconter son histoire. C'est pour ça que je dis que c'est 2 livres qui m'ont bouleversée. Je me retiens parce que vraiment c'est des histoires, c'est l'histoire de vie, quoi. Et on sait très bien, nous qui recevons les femmes dans nos associations, hein,
puisqu'on est quand même en partenariat avec Femmes Solidaires, qui a des permanences juridiques, etc. Et on sait très bien combien il est difficile d'entendre les récits de vie et qu'il faut être préparé à recevoir les récits de vie. Donc quand en plus on l'a dans un livre, c'est prenant aussi, même si par rapport au fait de recevoir une femme en détresse, on a la possibilité de fermer le livre et d'aller souffler, d'aller boire un verre d'eau. Et donc votre père va être emprisonné pendant 10 ans. Et donc pendant ces 10 années, vous allez vivre en Algérie et vous allez être recueilli par Johor, votre grand-mère maternelle, et par Fatma, votre tante paternelle, qui... pardon ? Oui, j'allais vous le dire, qui est aveugle. Et moi, j'ai été très touchée par ces deux femmes qui vous recueillent, parce qu'elles vont vous recueillir avec leurs petits moyens en plus. Donc vous allez vraiment encore vivre dans la misère, même en Algérie, avec de très petits moyens. Et ces deux femmes au grand cœur, hein, une grand-mère maternelle qui est là, qui est présente et qui savait tous les dangers que courait sa fille, et de votre tante paternelle qui est aveugle physiquement, comme je dis, mais qui n'était pas aveugle de cœur. Parce que je pense qu'elle a quand même eu, vous essayez de vous dire, est-ce qu'elle n'a pas culpabilisé de savoir votre mère assassinée, puisqu'elles sont de la même génération et qu'elles ont eu une vie commune. Et je voudrais lire un passage sur votre grand-mère maternelle et votre tante paternelle. Page 89 et 90. Voilà, c'est entre l'Algérie et la France. Et donc c'est votre arrivée au village. Hein. Oui, c'est votre arrivée au village avec le corps de votre mère. Et de retour au village, elle n'était pas encore au courant que sa fille était morte. Les portables n'existaient pas à l'époque. Croyant fort que les choses allaient mieux grâce aux prières de Cheikh Mohammed, elle ne s'imaginait pas un instant que le pire était arrivé. Mais quand elle a vu toute la maison nettoyée, vidée, avec toutes les portes grandes ouvertes, elle a su tout de suite ce qui s'était passé. Il faut savoir qu'en Kabylie, on nettoie toute la maison pour faire la veillée mortuaire. Pour le village, la mort de ma mère, c'était comme un tremblement de terre. Une femme si jeune, mère de 4 enfants, morte dans des circonstances tragiques. Cela ne pouvait laisser personne indifférent. Et mon père étant en prison, le village se retrouvait avec 3 orphelins mineurs sur les bras. À notre arrivée, nous avons d'abord été accueillis chez des voisins pendant plusieurs jours. Ils avaient la télévision, un beau canapé, je m'en souviens, cela m'a marqué. On y était bien, on mangeait de bons plats à profusion, tout le monde était gentil avec nous. Et puis Saïd, Belkacem et moi, nous avons été confiés à Johor, ma grand-mère maternelle âgée de 70 ans à l'époque, et à la sœur de mon père, Fatma Lamara, 42 ans, qui était aveugle. Je ne connaissais pas beaucoup ces deux femmes-là, ces deux femmes à ce moment-là, mais elles deviendront par la suite mes 2 repères, mes guides dans cette famille perdue. Je ne les ai jamais assez remerciées pour ce qu'elles ont fait pour moi, pour nous. Aujourd'hui, elles ne sont plus de ce monde, paix à leur âme généreuse. Ma grand-mère, c'était elle qui tenait la barre à la maison, mais toujours dans la simplicité, dans le calme. C'était une femme très souriante, avenante, avec qui on avait toujours envie de parler. Rien à voir avec sa fille, ma mère, qui avait pour réputation d'être très autoritaire. Johor était une femme de taille moyenne et avait pour particularité d'avoir la peau très blanche. Ses cheveux étaient toujours rouges, teint oéné. Parfois, on y voyait les cheveux blancs à la racine quand sa couleur commençait à s'estomper. Comme toutes les femmes kabyles, elle était habillée avec des couleurs très vives et un foulard dans les cheveux. Elle a dû être une très belle femme dans sa jeunesse, car même âgée, elle avait une certaine classe. Cela n'a pas dû être facile pour ma grand-mère
de devoir nous élever. Pour ma tante Fatma, nous étions les fils qu'elle n'avait jamais eus. Je crois que ma tante s'est sentie investie d'une mission avec nous. Son frère avait tué notre mère. Elle devait laver le crime et tout faire pour se racheter. Comme si c'était elle qui avait fait le mal dans notre famille. Je sais que ma tante a toujours été très jalouse de ma mère, qui est venue habiter dans sa famille alors qu'elles avaient quasiment le même âge. Fatma voyait ma mère fonder une famille et évoluer, chose qu'elle ne pouvait faire au regard de son handicap. Elle était condamnée à être une vieille fille. Voilà le portrait des deux femmes donc, qui vont vous accueillir et avec leurs minces moyens qui vont vous faire survivre tout au long des années jusqu'à votre adolescence, puisqu'après votre père, quand il va sortir de prison, va vous revenir vous chercher. Ce que je voudrais dire, c'est que maintenant qu'on a parlé de cette partie-là, c'est des conséquences du féminicide que ça a sur vos vies, parce que ce qui est intéressant, c'est toute la réflexion que vous allez avoir dans la quête de la recherche de la vérité sur la mort de votre mère, de tout ce que ça engendre pour vous comme prise de conscience sur les féminicides, de ce qu'est le fléau des violences conjugales, et donc de votre engagement au cours de ces dernières années. Votre propre vie, hein, elle a été bousculée, vous le dites. Hein. Quand une femme est tuée, c'est pas que la femme qui est tuée, c'est toute une famille qui est tuée et qui est brisée de l'intérieur, et on le verra. Pour ce, je veux pas dévoiler tout le livre parce qu'il faut qu'ils le lisent, hein, le livre. Il faut qu'ils aillent découvrir ce que sont devenus vos frères, comment évoluent vos frères. Mais c'est surtout vous dites, le féminicide n'engendre rien de bon, on ne sort pas indemne. Et vous allez, vous aussi, en prendre conscience par vous-même, parce qu'en essayant de vous construire tout au long de votre vie, à un moment de votre vie, vous allez vous retrouver, on sent qu'il y a la violence en vous qui s'est installée, parce qu'il y a une colère qui est là, et il y a des événements dans la vie, quand on n'arrive pas, vous avez compris que psychologiquement, tout votre parcours, toute votre vie, elle a été perturbée et elle a été brisée par ce drame familial. Et donc c'est à partir du Grenelle des violences, vous avez ce dossier entre les mains, l'avocat vous remet ce dossier, vous découvrez donc la vérité, vous essayez d'en parler à vos frères, mais vous vous rendez compte qu'eux ne veulent pas en entendre parler, même votre femme, puisqu'elle a une phrase qui est extraordinaire, elle vous dit laisse le passé au passé, parce qu'elle se dit c'est pas bon de réouvrir les pages du passé, parce que derrière le passé se cachent toujours des choses qui sont pas bien, et elle connaît déjà, elle a ses propres douleurs et ses propres psychoses, et il y a les vôtres derrière, et elle sait que les vôtres, elles sont encore plus lourdes que les siennes, et il va y avoir le Grenelle des violences, et là, vous racontez l'histoire. Et là, décidez que justement, c'est la parole qui va vous délivrer. Et donc, maintenant, depuis ce Grenelle des violences, vous avez écrit ce livre, vous avez fait des émissions de radio, et votre engagement, c'est cet engagement de la réhabilitation de votre mère, et de démontrer comment les services sociaux ont été défaillants, hein, que ce soit l'assistante sociale ou que ce soit la police. Et vous accusez donc l'État français de non-assistance à personne en danger, que ce soit pour votre mère, mais que ce soit pour vous aussi, les enfants. Et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous considérez que c'est de la non-assistance à personne en danger. Parce que je pense qu'il faut qu'on entende ce qu'ont à dire les enfants de cette non-assistance en danger. La personne en danger. Oui, aujourd'hui, on lutte pour que déjà qu'on obtienne un statut de victime, pas de témoin. On est victime, je veux dire, ma mère elle est partie, elle n'a plus de douleur, je ne sais pas où elle est, dans le ciel. Mais nous, on souffre. Alors, je préférais, comme je dis, la mort subite, que la mort m'attaque par la tête que par les pieds. Donc on est victime, je veux dire,
je hurlerai toujours pour obtenir ce statut de victime. L'État n'a pas fait son travail parce que elle a délégué des personnes, par exemple comme cette assistante sociale qui suivait mon père. Ils avaient des affinités, d'ailleurs que j'ai eu plus tard. Elle a commenté, j'ai fait une vidéo sur Simone Média. Elle avait commenté cette vidéo en me disant votre père ceci, votre père cela avait raison, votre mère avait fauté, elle persistait 40 ans plus tard, quoi. D'ailleurs j'ai publié ça sur Facebook. Donc voilà, c'est l'État qui ne contrôle pas ses agents. Et puis d'avoir laissé ma mère pendant 4 mois sans manger, c'est-à-dire en lui retirant l'électricité, avec une procédure d'expulsion, l'eau, le gaz et les allocations familiales, c'est-à-dire on l'a tuée tout simplement. On l'a tuée, quoi, sans le dire, mais on l'a tuée. C'est eux qui l'ont tuée. Elle était là pendant 4 mois avec les services, y compris les services consulaires algériens, parce qu'ils avaient joué un rôle aussi. À un moment donné, avant sa mort, on lui a loué une chambre d'hôtel avec les services sociaux algériens et du consulat et les services sociaux français, dans un hôtel pour qu'elle puisse partir en Algérie, parce que c'est ce que mon père voulait. Et elle est partie avec les 2 enfants, moi et mon petit frère, et en arrivant là-bas, à l'hôtel, il y a Belkacem qui lui dit « Moi, je reste en France. J'en ai marre de faire des allers-retours, et j'imagine ma mère aussi. » Parce que mon père, dès qu'il a un problème, ce qu'il fait, il a une bague magique, il renvoie la famille au bled. Dès qu'il a un problème, avec soi-disant il ne travaille pas, ou il rencontre des soucis de responsabilité, il a du mal à faire face à sa responsabilité. Donc ce qu'il fait, il renvoie sa famille en Algérie. Et ma mère, j'en suis sûr, ce jour-là, elle en avait marre. Et puis avec le petit déclic de son grand-fils qui lui disait « Moi je reste en France, je continue mes études », elle a dit bah, « Moi aussi je reste ». Donc elle a fui l'hôtel ce soir-là. Et puis elle n'est jamais repartie, elle est repartie dans le cercueil. Et donc une fois renvoyés en Algérie, tous avec le cercueil de ma mère, et les autorités françaises ne nous ont même pas donné, je veux dire, une allocation, ou même un suivi psychologique. On nous a laissés à l'abandon, et maintenant je reviens pour leur dire ça en face. Voilà. On reviendra vers vous, Rachid, parce qu'on va continuer, parce que je pense que la question du féminicide, j'ai commencé par vous parce que c'est important de démontrer comment les violences, quand elles aboutissent à un féminicide, les conséquences qu'elles ont sur les enfants, parce que on est d'accord avec vous sur le fait qu'ils ne sont pas témoins, et je vous invite à le lire parce qu'il y a des témoignages que vous avez mis d'enfants quand vous avez rejoint, on y reviendra, l'Union nationale des familles des féminicides. Donc je reviens d'Algérie en fait, et puis j'entends parler de ce Grenelle il y avait des groupes par région, 8 groupes par région pour parler un peu, faire des retours au gouvernement, menés par Madame Schiappa à l'époque. Et puis je décide d'intégrer un des groupes en Seine-Maritime. Et je vais manifester aussi là où je rencontre Louisa, bien sûr. Où je rencontre la famille, l'association des familles des féminicides du NFF, qui m'ont accueilli. J'ai marché de l'opéra jusqu'à Nation avec le portrait de ma mère. C'était une fierté pas possible, quoi, ce jour-là. Et depuis, on a créé une association qui s'appelle « Puisque je pars, je suis libre », c'est-à-dire d'intervenir entre l'homme et la femme dans des violences conjugales, c'est-à-dire extraire la femme du problème immédiat et de la mettre à l'abri, ainsi que les enfants, seuls ou avec des enfants, et rentrer en médiation avec l'homme pour trouver un terrain d'entente. On reviendra sur ça tout à l'heure parce que ça fait partie de la thématique et je pense que dans la salle il y aura beaucoup de personnes qui pourront en parler, on pourra échanger sur ça. Et je me tourne maintenant vers Habiba. Habiba, elle a écrit Cœur berbère. Roman poétique,
C'est la quête aussi de l'histoire familiale de Aouisha. Vous avez choisi un personnage qui s'appelle Aouisha. Une petite fille née sur le sol algérien, à Mers El Kébir, ville portuaire dans la commune d'Oran. Je ne vous expliquerai pas le titre du livre, parce que je pense qu'il faut le laisser les lecteurs et lectrices le soin d'en découvrir la signification. Alors, le contexte de Aouisha, elle naît en pleine guerre d'Algérie, et il faut aussi comprendre le contexte du mariage de Yemma avec Baba. Et on va prendre chez vous la page 6 et 7, et comme vous l'écrivez, si bien Baba épouse Yemma pour le meilleur, mais elle ignorait qu'elle s'engageait avec lui pour le pire. Alors, je vais commencer parce que votre mère, à 15 ans, à 15 ans, ma mère avait épousé, elle avait eu un premier mari, hein, et elle avait donc eu 2 enfants, elle était veuve et elle avait 2 enfants, Mohamed et Mustafa. Voilà. Pendant des années, elle a dû partager un espace de vie avec 4 enfants, les 2 siens ainsi que les 2 enfants de son défunt mari. Yemma sortait de la maison à l'aube, Mohamed harnaché dans le dos et laissait Mustafa dans la cour sous la surveillance des aînés. Ma mère, à cette époque, travaillait dans les champs toute la journée pendant que son enfant jouait par terre. Elle n'avait qu'un modeste salaire et ses voisines partageaient souvent leurs repas avec elle. Dans la communauté berbère, l'entraide était de mise et les dons circulaient de porte à porte. Le père de Yemma lui tendit une perche et l'invita à venir vivre sous son toit avec sa famille. Elle continuait à travailler d'arrache-pied dans les champs. Quel avenir pouvait espérer Yemma, jeune veuve, dans un pays en guerre? Alors qu'elle n'avait aucun espoir de refonder un foyer, une deuxième fois, Zoro surgit sans cheval de nulle part pour la demander en mariage. C'était sa 14e épouse. Mohamed et Mustafa l'appelèrent papa dès le premier jour, ce qui réconfortait Yemma, même si elle ignorait tout de cet homme, de sa famille, de son passé. Il était rifin de Beni Bourafar, et cette origine suffisait à mon grand-père pour donner sa fille à un inconnu. La patience phénoménale de ma mère, sa force de caractère, son courage tenace entrèrent au service de mon père. Donc voilà le contexte dans lequel est Yemma quand elle rencontre, voilà le contexte dans lequel est Yemma quand elle rencontre son père. Et vous dites, j'étais destinée au déracinement, tel est le sort promis à tout Amazir, et pour moi, il débuta ce jour-là au printemps de l'année 1962. Oui, vous allez quitter donc le village où vous êtes, Mers El Kébir au départ, et vous allez aller vers la mer Bleue, Corrales, un village de pêcheurs, parce que votre père quand même c'est un pêcheur, et qu'il aime la mer, et pour votre mère c'est le déracinement, mais pour vous Corrales, c'est la patrie du soleil, et vous le comparez à un paradis. Et j'aimerais qu'on entende, que vous nous lisiez un passage de ce morceau de paradis. Oui, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous. Donc je rebondis sur ce que vous disiez, Souad. Je commencerai par un phare majestueux, hissé au sommet de Cap Falcon, guide la route des pêcheurs. Au large des côtes, l'île Paloma règne en maîtresse absolue, immuable. Le regard toujours rivé vers l'horizon, accompagné par l'éblouissement de la mer, façonna l'imagination d'Aouisha, mêlant joie et mélancolie. Elle garde un sentiment d'évasion, incroyablement ancré dans la mer,
dont la mère l'a dotée. Pardon. C'était sur le pont d'un bateau qu'elle apprenait à apprécier la fraîcheur du vent mêlée d'une saveur iodée sur son visage. C'est toujours à bord d'un bateau qu'il lui arrive de recouvrer le silence de la mer avec une nostalgie irénique qui lui susurre au creux de l'oreille la poésie de la belle bleue qui sommeille en elle. Elle comble son âme. Aussi, paradoxal que cela puisse paraître, c'était là-bas, à travers la peur, que sa vie avait un sens quand les hirondelles revenaient au printemps, au mois de mai. Cette période laissa comme un trou béant dans son cœur. Corrales éveilla la curiosité et les sens de la petite fille. Melilla, en Espagne, Maroc du Nord, la fit grandir bien vite avant l'âge. Perpignan la berça dans une adolescence tumultueuse. Quant à Paris, il lui fit oublier « je » dans une spirale professionnelle. Cette ville lui a appris à vivre avec sa solitude. Parfois, elle regrette la sirène qu'elle était lorsqu'elle repense à la douceur de l'enfance qu'elle menait près de la Madrague. Le temps fuit, certes, et l'hiver n'a jamais empêché l'arrivée du printemps. Quant au soleil, il amorce toujours sa descente à l'horizon. Aujourd'hui, une part du cœur d'Aouisha demeure là-bas avec son héritage, c'est-à-dire la couleur de l'eau turquoise, les souvenirs immortels. Loin des embruns marins, Aouisha conserve certains instants qui venaient assombrir ses doux crépuscules. Il troublait les moments exquis qu'elle savourait à Corrales, lorsque le père s'abattait sur sa mère. Il lui arrive de ressasser un passé que la vie lui a infligé pendant les interminables nuits d'angoisse profonde. Ses réminiscences grignotent de l'intérieur, celle qui séchait ses larmes et se contentait de rire, de faire rire, de taquiner son petit frère ou de courir sur la plage près de Finette. Finette, c'était son chien. Elle créait des règles de survie pour se consoler, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Quand son cœur frémissait sous un brin de poésie, son esprit tentait de se débarrasser de la peur. Aouisha n'a pas échappé au destin des Amazirs qui, tels des cigognes, se sédentarisent un homme libre depuis la nuit des temps, parcourant les routes à la recherche de la stabilité. Elle aurait préféré que le temps se soit arrêté en 1967 pour la laisser savourer la douceur de Corrales, cet endroit féerique qui est resté dans sa mémoire. Elle n'a jamais imaginé que la nostalgie l'envahirait autant des années plus tard. Seuls les souvenirs ramenés dans ses bagages resteront gravés dans sa mémoire. Elle délaisse une partie de son âme là-bas pour une destinée non choisie. Aouisha comprendra beaucoup plus tard que nul ne guérit de son enfance, comme le chantait si bien Jean Ferrat. Merci. Et c'est vrai que pour vous, pour Aouisha plutôt, Corrales, c'était le paradis, parce que c'est le port de pêche, c'est l'endroit où elle s'épanouit, elle a la mer, elle a ce havre de paix, elle a un climat, elle a le soleil qui l'habite, elle a tout ça. Elle a vécu dans la couleur, dans les odeurs, dans le bleu tous les matins, mais ce bleu ne demeurait pas longtemps parce que le soir, elle s'attendait toujours que le papa venait frapper la maman. Alors, on y arrive parce qu'elle vit dans un paradis, mais comme on le dit, le paradis est souvent pavé de l'enfer. Et cet enfer, moi, vous m'avez troublé, Habiba, dans le cœur berbère, mais vraiment, vous m'avez troublé. Parce que on a l'habitude d'entendre parler des violences conjugales. Heureusement que j'avais lu Habiba avant votre livre, parce qu'après, quand je vous ai lu, vous m'avez fait retomber dans l'enfer. Mais Habiba, elle m'a troublée parce que je n'ai jamais lu une description de la violence conjugale avec la force de cette musicalité. Et je vais vous lire un extrait pour que vous compreniez, parce que moi, vous m'avez laissé... je disais, mais c'est pas possible, c'est la première fois que je lis quelque chose comme ça. La vie suivait les saisons et se calait sur l'humeur de la mer. Après le beau temps, n'a plus retrouvé ses droits, et certains soirs, le diable
se manifester brutalement. Ses hurlements déchiraient le silence. Je lui attribuais le nom qu'il méritait, la foudre, car elle m'empêchait de me glisser dans un sommeil profond. Les yeux ouverts dans mon lit, je pensais et pleurais en implorant le ciel de toute mon âme d'enfant. Dans ce paysage bienfaiteur où l'eau s'égouttait sur les feuilles des arbres, la vie aurait dû ressembler à une prairie parsemée de fleurs. Je désirais simplement grandir dans un cocon familial affectueux. Mais les ingrédients de l'amour, pourtant à ma portée, n'étaient pas accessibles. Je passais souvent des nuits blanches dans la terreur de la tempête qui s'annonçait, m'armant de force pour protéger ma douce et tendre mère et la sauver. Je m'imaginais en mère géante, celle que j'aurais aimé qu'elle soit, une maman courageuse prête à se défendre et épargner ses enfants. Ma mère était une femme terrifiée par la domination de son époux. Je lui répétais après chaque scène de violence, « S'il te plaît, ne pleure pas, maman, pour qu'il arrête de te cogner. » Ivre, mais non pas mort, l'homme battait sa femme avec frénésie comme pour tanner une peau de bête, ou comme un marteau frappant sur une enclume, il s'acharnait encore et encore. Il faisait une pause, reprenait son souffle, puis revenait à la charge à coups de pied. Il ne lui épargnait aucune partie de son corps. Des coups lestes mais juste l'atteignaient au visage et ne ménageaient pas non plus la poitrine, le ventre et le dos. Dehors, les vagues fouettaient les rochers, leur bruit étouffait les cris de ma mère écrasée sous ses godasses. Étrangement, la fureur de mon père se déclenchait la veille ou le matin, une fête religieuse. Quel rapport! La vision de cette nuit-là brouille encore aujourd'hui l'écran. Il m'est difficile de dénoncer mon père par respect pour les règles exigées par ma mère. Elles résonnent encore. Ne rien dire, ne rien faire, ça va passer. Les autres ne doivent surtout pas savoir. Ce serait la honte pour notre famille. Et c'est tout ça que vous avez dans le cœur berbère. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que vous m'avez troublé dans la façon dont vous me décrivez, parce que vraiment, cette musicalité, moi, ça me prenait au visage. Et l'impact des violences de votre père sur votre mère, justement, ces règles de silence, vous allez les porter pendant très longtemps. Très longtemps. Toute une vie, et encore aujourd'hui. Et moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est aujourd'hui, dans votre construction de femme, qu'est-ce qu'il en est resté? Qu'est-ce qu'il en est resté? Et qu'est-ce qu'il en est resté pour Aouisha aussi, cette petite enfant? Et comment elle s'est sortie de ces violences? Alors, me concernant, j'ai vécu ça depuis toute petite. Et puis, Aouisha a immigré plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il changeait de pays ou de ville, Aouisha se disait « Oh, on va aller dans un autre pays. Papa arrêtera de frapper maman, ça va être chouette, ça va être bien. » Et elle s'est rendue compte, Aouisha, au fur et à mesure, que finalement, la violence n'a pas de frontières. Elle s'exporte, elle va partout. Donc il faut un jour arrêter le mal. Il faut vraiment arrêter. Donc Aouisha, ce qu'elle avait, c'est cette arme, cette niaque en elle, toute petite. Lorsqu'elle est arrivée en France, elle va à l'école primaire. Elle apprend à lire et à écrire parce qu'elle avait fait une promesse à une tante qui est restée au Maroc. Elle lui avait dit « Tu m'écris une lettre et tu me l'enverras ». Elle lui a dit « Dès que j'apprends à lire, je te l'enverrai ». Donc elle mettait les bouchées doubles pour apprendre à lire et à écrire vite, pour plusieurs raisons. Une, pour grandir avec ça. Deux, pour aider sa mère, parce que sa mère ne savait ni lire ni écrire. Et troisièmement, pour essayer de trouver des solutions, parce qu'elle a compris très tôt que la violence n'amène rien, la violence n'engendre que de la violence. Donc elle s'est dit, je vais apprendre à lire et à écrire. Et un jour,
une institutrice commençait à écrire des vers au tableau et Aouisha terminait les rimes. Pardon. Et elle lui a proposé, donc l'institutrice a proposé à Aouisha de l'initier au quatrain, etc. Enfin, elle écrivait avec elle de la poésie. Et Aouisha a pris goût. Et elle a trouvé qu'à travers la poésie, tout ce qui est dur et à la maison s'estompait grâce aux mots, grâce aux verbes, grâce aux rimes. C'est joli, c'est beau. Donc pourquoi aller s'enfermer dans une violence? Voilà. Donc Aouisha a vécu comme ça. Elle a appris à lire et à écrire. Et elle écrivait de la poésie. Puis le jour où elle a décidé de raconter ce récit, c'est parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à l'école de la République qu'il a mise sur les rails déjà. Parce que sa maman ne savait pas lire et elle l'accompagnait dans les administrations, elle allait avec elle, elle lui tenait la main pour signer. Elle a appris à sa mère à signer pendant des mois et des mois, juste 3 lettres pour sa signature. Et elle lui disait, maman, il faut que tu te débrouilles, je ne peux pas être toujours avec toi. Et c'est ainsi jusqu'à la vie d'adulte. Et justement, vous avez répondu avant parce que j'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'a représenté pour Aouisha l'école justement? Et vous venez de l'évoquer, mais vous pouvez un peu plus développer si vous le souhaitez, parce qu'on sent bien que l'école a une importance capitale pour Aouisha. C'était mon sauveur, l'école. L'école, c'était mon espace où je me retrouvais, mais j'étais entre deux chaises, parce que dans la journée, j'apprenais, je voulais apprendre, je voulais vraiment plaire à mes instituteurs, leur dire que je peux arriver à faire des choses. Ils le savaient, je travaillais très bien. Et il y a un moment de nostalgie qui traverse toutes ces journées en disant, oh là là, là je me régale, mais ce soir, qu'est-ce que ça va être à la maison? Papa va encore frapper maman, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Donc c'était terrible de vivre pour une petite fille, pour mes frères aussi, de vivre une vie ainsi. J'avais un petit frère, lui, fuyait, partait. Il ne restait pas à la maison quand ça se passait, mais moi, je restais. Je restais parce que j'avais peur qu'il la tue. Contrairement à Rachid, son père a tué sa mère une seule fois. Nous, il l'a tué à plusieurs fois. Tous les soirs, pratiquement. Il y a des moments, ça se calme. Et puis, hop, dès qu'on est bien, on est heureux, ça revient. C'est pour ça que vous le rattachez à chaque fois en vous disant, mais pourquoi c'est toujours à la veille de fêtes religieuses, alors que ça n'avait rien à voir avec la religion? Du tout, mais parce que c'est un moment où maman à la maison, elle fêtait toutes les fêtes religieuses, chrétiennes, musulmanes, et pour l'Aïd, ça se passait comme ça. Ils voyaient qu'on était heureux, je pense. Enfin, moi je ne lui jette pas la pierre aujourd'hui parce que c'était un homme à mal-être, un homme qu'il aurait fallu soigner et ne pas continuer à faire des dégâts, tout comme le père de Rachid. C'est des hommes qui ne prenaient pas leurs responsabilités. Lorsqu'ils doivent être devant leurs responsabilités, ils sont dans la fuite, ils partent, ils laissent tout, ils s'en vont, ou alors c'est la violence. Ils communiquent avec la violence et non pas avec les mots. Et c'est pour ça que j'ai adoré l'école, parce que l'école nous apprend à parler, à communiquer, à être des êtres humains, contrairement à des animaux. D'ailleurs, en parlant de l'école, je me suis toujours remise en question. L'école, ok, le bac, ok, ensuite BTS, ok. Et il y a 40 ans, je reprends le chemin de l'école, le Conservatoire national des arts et métiers pour encore apprendre la psychologie du travail, parce que j'en avais besoin dans mon travail, ce que je faisais. Donc on peut toujours se remettre en question, les femmes, les hommes. Il ne faut jamais rien lâcher, il faut y aller. 40 ans, j'ai mis 7 ans, au lieu de 8, j'ai mis 7 ans, j'ai eu mon diplôme. Et en 2016, je suis repartie à Nanterre pour faire un autre master d'ergonome. On peut toujours s'améliorer et oublier un peu la violence. Parce que la violence, on ne voit que ça aujourd'hui. Alors nous, qui l'avons connu, la violence, on l'a comprise, on sait ce que c'est, donc on ne va pas encore se mettre dedans. On doit se tendre la main les uns les autres et avancer sur la sérénité. Justement, Aouisha, à un moment dans le livre, Aouisha, elle va avoir le courage de poser la question à Yelna. Elle va lui dire, dis maman, comment pouvais-tu encaisser les coups? Cette question qu'on se pose très souvent quand on est face aux femmes qui sont victimes de violences et on se dit toujours, mais comment elles peuvent se porter, hein, c'est toujours l'interrogation.
On dit toujours, mais pourquoi elle n'est pas partie? Comment elle a pu supporter? Qu'est-ce qui fait qu'elle est restée? Etc. Il y a toujours cette interrogation. Et comment comprendre l'origine des violences conjugales? Et Aouisha, elle, a cherché à comprendre en fait sa mère. Et elle a posé la question fatidique à sa mère. Et j'aimerais que vous expliquiez ce que dit Aouisha justement, ce que répond la mère de Aouisha. Quand Aouisha pose la question à sa mère, parce qu'elle l'a fait plus tard, ces questions sont venues très tard, Aouisha était déjà majeure, Aouisha avait déjà quitté la maison, les parents étaient divorcés, puis Aouisha a 18 ans, grâce à Aouisha en fait, les parents ont pu divorcer. Voilà, il y a eu un déclic quand elle a eu 18 ans. Aouisha commence à avoir des hommes qui venaient demander sa main en mariage, enfin, il l'a réservé. C'était pas pour tout de suite, puisqu'elle faisait des études. Tu réserves Aouisha pour mon fils parce que il va l'épouser après. Aouisha, n'ayant vu ça, elle a dit à sa mère hors de question. Et donc elle a déshonoré la famille, elle est partie. Partie comme ça, à Paris, pas loin, comme ça il ne vient pas la chercher. Et elle a continué ses études, elle a réussi ses études. Pas dans la misère, mais presque. Rien à manger, elle travaille la nuit. Elle travaille le soir, elle travaille à 4 h du matin. Au premier métro, elle partait travailler à la bourse, elle nettoyait, passait l'aspirateur, enfin, nettoyait les bureaux, mais elle était digne, elle est restée digne toute sa vie. Voilà. Et quand elle parle à sa mère lui dit ne me parle pas de ce passé, je ne veux pas de ce passé. Et donc, cette question fatidique est posée, et c'est pour ça que là, maintenant, je pense que nous allons entrer dans le cœur du débat après avoir eu donc un échange entre les deux auteurs. Je pense que la question qu'on se pose, et c'est ça qui est important, c'est cette prise en charge des violences conjugales, la prise en charge des familles et des enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Rachid, quand on est enfant suite à un féminicide, que ce soit vous à travers Aouisha et son histoire sur comprendre les violences conjugales. Et en fait, c'est une histoire qui bouleverse parce que tout au long de ce qu'on vit quand on rencontre les femmes qui sont victimes de violences conjugales, on est toujours atterré par le fait qu'il y a toujours de grandes déclarations des hommes et des femmes politiques et que lorsque l'on regarde, oui, il y a des lois qui font évoluer. Heureusement qu'il y a des lois aujourd'hui qui luttent contre les violences faites aux femmes, mais que ces lois, en fait, elles existent, mais il n'y a pas toujours les moyens pour venir en aide aux femmes et aux familles. Et vous l'avez rappelé, Rachid, dans votre livre, par rapport au féminicide, l'histoire des enfants qui, très souvent, on les considère, et la justice les considère comme des témoins, alors qu'ils sont des victimes. Et moi, j'ai été choquée parce que vous avez rapporté des témoignages. Et alors moi, il y en a un qui m'a bouleversée. C'est celui d'une jeune fille qui, après que sa mère ait été assassinée, ce n'est pas les services de la police ou d'autres services qui vont venir nettoyer l'appartement, ce sont les enfants qui vont devoir nettoyer l'appartement où a été assassinée leur mère. Ouais. Et justement, c'est pour ça que je reviens vers vous, parce que ce travail que vous avez fait avec les associations a permis de démontrer pendant ce Grenelle des violences et avec tout ce qui a été fait aussi, associations féministes, travailleurs sociaux, et on en reparlera, qui ont permis de faire avancer les choses, parce que permettre à des enfants de nettoyer après l'assassinat de leur mère, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, hein, non-assistance à personne en danger. Il y a quelque chose d'incroyable. Et puis, comprendre le processus des violences conjugales, c'est comprendre qu'on est dans une société patriarcale où les rapports sont des rapports de domination. Et dans l'ensemble, que ce soit dans ces deux livres et que ce soit dans les récits qu'on a autour de nous, on sait très bien que c'est un problème de domination et de domination d'un sexe sur un autre.
mais même, on le sait bien aujourd'hui, que même dans les relations homosexuelles, il y a aussi ce pouvoir de domination qui existe, et que comment on doit travailler sur la relation, lutter contre la société patriarcale, mais aussi sur tous les rapports de domination, et combien l'État, bien qu'il y ait des lois, est absent de mettre les moyens qu'il faut sur la formation à la fois de la police, même s'il y a des progrès, sur la formation de tous les acteurs qui sont dans la chaîne. Après, il y a la justice. Et ce que je voulais qu'on échange aujourd'hui et cet après-midi sur cette question des violences faites aux femmes, en donnant la parole aussi à la salle, parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un échange avec la salle et les auteurs sur ce travail de résilience, à la fois de celles qui sont victimes, des femmes qui sont victimes quand elles en restent vivantes, des enfants, mais aussi de repentance des auteurs. Parce que ce qui ressort dans vos deux livres, le père de Aouisha meurt, donc on n'entend plus sa parole, même s'il vient demander à un moment pardon à sa mère. Mais vous, tout votre travail, c'est d'essayer quand même à un moment d'obtenir la repentance de votre père, et que vous n'arrivez pas et à l'obtenir. Et donc voilà, c'est le débat est ouvert sur ça, c'est travail de résilience pour les unes et les uns et les autres, et travail de repentance des auteurs. Je vais donner la parole à Rachid et après on donne la parole à la salle. J'allais dire à Aouisha, je vais dire à Habiba. Je vais rebondir sur quoi? Sur l'histoire. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vous interrogez depuis des années votre père et vous essayez d'obtenir sa repentance. Et j'aimerais que vous expliquiez le processus. Voilà, c'est vrai qu'on enregistre à chaque fois, j'oublie. Je pourrais poser une question à En fait, moi, j'ai appelé mon père, je me suis dit peut-être c'est le dernier entretien que je vais avoir avec mon père. Je vais tenter le tout pour le tout. Alors, s'il me raccroche au nez, voilà, je me suis préparé à ça. Et il décroche et il me parle. Et en fait, j'ai été invité sur un plateau télé sur Énergie 12 où j'avais parlé de 44 coups de couteau au lieu de 22. Et moi, c'était en travaillant mes notes chez moi, j'avais multiplié les coups de couteau par 2. Je me suis dit, le x2, c'est pour nous les enfants. Voilà. Au lieu que ce soit 22, mais bon, les coups n'ont pas d'importance. Il y en avait qu'un dans les 22 qui a tué ma mère, c'était sur l'artère fémorale. Mais bon. Et je crois que c'est à cause de ça qui a décroché pour que je lui explique, pour qu'il me dise que c'est pas 44 coups de couteau. C'est ça en face. Et c'était vraiment débile. Pour me dire, il n'y avait pas 44 couteaux. Et il me disait 12. En fait, c'était... il a repris le titre du journal, et les journaux, c'était les journalistes arrivés sur les lieux, ils avaient vite fait comme ça calculé les coups, ils avaient relevé 12, en fait en gros il y avait 22. Moi j'ai lu l'autopsie, j'ai relevé 22 coups de couteau. Et il m'a dit, non, je lui ai dit non, il n'y a pas 12, il y a 22. Il m'a dit non, le reste c'est des égratignures. C'est horrible. Je vous assure que c'était comme ça. Et là, je me suis dit, mon père, il est perdu, quoi. C'est vraiment un vrai malade, quoi. C'est des égratignures. Alors, je lui ai répondu, j'ai eu le réflexe, je lui ai dit, l'égratignure c'est un coup qu'elle a esquivé, quoi. Elle aurait pu être un coup mortel, quoi, cette égratignure. Donc, elle s'est battue, ma mère, la plupart des coups étaient sur les doigts, sur la défense. Merci. Voilà. On va donner la parole à la salle. Vous allez pouvoir poser les questions que vous souhaitez aux deux auteurs, mais on va partager aussi sur ce que sont les violences conjugales. Allez-y, prenez le micro. Attendez, je vais m'occuper du micro.
Moi, je vous... Il est ouvert, hein, normalement, puisque... Oui, j'aimerais bien avoir... Mettez-le bien en face de vous, Oui, pour que ceux qui sont sur Facebook puissent vous Oui. entendre aussi. c'est bon là? Je pense. Oui, d'accord. Bon. Donc, je voudrais poser une question à Rachid. Donc, est-ce que vous êtes toujours en relation avec votre papa? En fait, moi j'étais son préféré. Parmi ses 4 fils, Oui. j'étais toujours son préféré. Il m'a toujours aimé, j'étais toujours le caniche de la maison. Oui, D'ailleurs, vous de Oui, votre voilà. côté. Et jusqu'à 2019, on était vraiment de bons amis, quoi. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a accompagné à l'aéroport quand je suis venu. C'est moi qui conduisais, on a loué une voiture, et j'avais pas le permis. Et on s'est fait arrêter par les gendarmes, entre la maison et l'aéroport. Donc, vous lui en voulez plus à votre papa? Et donc, je finis, après je vous réponds. Et on s'est fait arrêter par les gendarmes, et pas de permis, excès de vitesse. Et à ce moment-là, il s'est porté volontaire pour aller en prison à la place. Oui, mon père, j'étais invité dans une émission qu'ils ont intitulée « Mon père ce salaud ». Alors oui, mon père c'est un salaud, c'est un gros salaud. Mais c'est mon père. Je le dis et je le redis, s'il tombe malade, s'il lui arrive quoi que ce soit, je l'aiderai, quoi. Vous voyez? Oui, mais je lui en veux aussi. Non, mais c'est comme ça. c'est votre père C'est mon biologique. père, oui, biologique. Peut-être pas de cœur. Il a perdu quelque chose, oui, ça c'est sûr. Parce que en fait, il a toujours renié. Quand je l'appelle, quand je l'ai appelé, c'était pour qu'il me demande pardon. Alors il m'a dit en kabyle, c'est-à-dire, ta mère n'a pas cassé qu'une assiette pour que ça ne soit pas entendu par tout le monde. Elle a fait un bruit énorme. C'est-à-dire pour lui, elle a trahi, elle a fait quelque chose de mal, mais il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Elle n'a jamais trahi, ma mère. Et il était jaloux d'elle. Donc, vous lui avez pardonné facilement, disons quand même, pour être en relation. Si vous dites que en fait, s'il j'ai appris arrive l'histoire. quelque chose, vous seriez là pour lui. Oui, oui. Alors J'ai un grand cœur. Oui, non, d'accord, on peut tous avoir un cœur, mais quand même la suppression d'une maman, c'est quand même important. Enfin, pour moi. Oui, je veux dire, c'est important. Ben oui, non. Comment? On va passer le micro à la question. D'accord. C'est lui pardonner, je lui ai jamais apporté quoi que ce soit et il m'a jamais apporté quoi que ce soit. Il reste de loin, voilà. On n'est pas, je veux dire, je lui ramène pas à manger, je lui envoie pas d'argent, ni carte postale, ni loin de là. Ça reste mon père, mais de loin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est parce qu'en fait, mon histoire, elle est particulière. Je découvre l'histoire à partir de 2012. La vérité, je la découvre à partir de 2012. Mais en 2012, j'avais 40 ans, quoi, enfin 35 ans. Et de 35 ans en arrière, j'étais très très bien avec mon père. Vous voyez? Et après, c'est qu'après je découvre cette histoire. Je lui en veux, bien évidemment. Mais effacer les 35 ans de vie que j'ai connu mon père, il était bon avec moi. Mais voilà. Je l'ai appelé pour me dire la vérité sur ma mère. Pourquoi il l'a tué? Je lui ai demandé pourquoi il lui a mis 3 coups de couteau quand j'avais 3 mois. Il n'a pas su me répondre. Il n'a pas su me répondre. Pour moi, ça reste un malade, quoi. C'est sûr et certain. Ah, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a été enfermé. Et si je le relis, qu'est-ce que ça va changer? Ça changera. Vous n'avez pas à vous justifier. Quand on donne de l'amour, il y a des... Voilà, enfin bref. Moi, je voulais simplement... D'abord, je vais te tutoyer, parce qu'on se connaît un petit peu. Moi, tu m'as ému le jour où je t'ai rencontré à la journée de la femme, il y a 3 ans, avec ta pancarte. J'ai accouru vers toi, et je t'ai posé des questions, et ça m'a bouleversée.
Je ne savais pas qu'un jour je te verrais là. Et là, je suis venue. D'abord, bravo, parce que voilà. Et en même temps, je voulais revenir un petit peu sur... je sais plus, j'ai plus de mémoire, du coup, j'ai perdu ce que je file. Je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que... enfin, quelque chose comme... Est-ce que le violent, un jour ou l'autre, regrette, en fait. Voilà, sur la repentance. Sur la repentance. Sur la Voilà, repentance. excusez-moi, j'ai fait un mini AVC il y a 4 ans, donc quelquefois ça me... Voilà. Sur la repentance. Alors, moi je peux dire une chose. Moi j'ai connu la violence, j'avais 15 ans et demi, 16 ans, avec mon cousin mari, mon mari cousin, mon cousin mari. Enfin, j'ai même pas... on va dire mon bourreau. Je l'ai connu pendant 10 ans. Et il m'a volé les enfants, ça fait 42 ans que je ne les serre pas dans les bras. Il sait le mal qu'il a fait. Il a divisé une famille en deux, en plusieurs parties même. Il a fait des dommages collatéraux incroyables. Mais il n'a jamais arrêté d'être violent avec toutes les compagnes qu'il a eues. Jusqu'à présent, à 80 ans, il est encore violent. Alors donc, la repentance ou le pardon. Moi, j'ai écrit mon livre, j'attendais qu'un jour, lui, il reconnaisse qu'il a été fautif. Non, il fait le silencieux, il rave les murs. Et en même temps, quand on parle du patriarcat, moi, pendant 42 ans, je me suis tue parce que justement, je protégeais ma famille, je protégeais le sacro-saint nom, je protégeais mes enfants. Je me disais, peut-être qu'un jour, ma famille viendra et me dire, écoute, Louisa, on a eu tort. On a eu tort, finalement, c'est vraiment un bourreau, c'est vraiment un violeur, c'est vraiment... Enfin, tous les superlatifs sont bons pour lui. Mais personne n'est venu. Et donc, le déni, la repentance, même les nôtres n'ont pas la possibilité, ou le courage de venir demander pardon, ne serait ni à mes enfants, ni à moi, ni... Voilà. Alors donc, la repentance, moi, j'y crois pas beaucoup. Et pour revenir à votre maman qui a porté plainte et qui ça n'a pas été pris en compte, pas plus tard qu'hier, en Gironde, il y a une femme qui a été tuée de plusieurs coups de couteau. 3 ou 4 jours avant, je crois, elle a été portée plainte et le gendarme a classé son affaire. Elle a été portée plainte après avoir reçu plusieurs coups déjà. Comme votre maman, elle a reçu des coups, elle a été portée plainte. Il a classé la plainte et 3 jours après, elle a été tuée. Donc c'est super ce que vous faites et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et merci madame, vous m'avez fait pleurer parce que je me suis retrouvée un petit peu dans votre... C'était pas que mon père était violent, mais quand vous dites qu'une institutrice vous a appris, vous a donné le courage, l'envie d'aller... Moi, c'est les sœurs ici. Moi, c'est les sœurs. J'ai passé 2 années chez les sœurs et elles m'ont ouvert les yeux sur plein de choses. J'ai pas fait autant d'études que vous, mais c'est pas grave. Moi, j'ai écrit mon livre avec mes mots aussi. Et je ne prétends pas... mais je suis heureuse. Les études ne veulent rien dire. Le bon sens compte. Voilà. Et ce qu'on veut faire de sa vie, sa motivation. On peut être analphabète, être motivé, comme l'était la maman d'Awisha. Elle se battait pour ses enfants comme un animal. Parce qu'elle supportait les coups, mais parce qu'elle aimait ses enfants. Et d'ailleurs, tous ses enfants ont été aimés aussi bien par le père que la mère. Il y avait jamais, les enfants n'ont jamais été touchés. Donc ces enfants ont vécu avec beaucoup d'amour. C'est ça qui les a sauvés aussi aujourd'hui. Mais tout, ça se paye tout ça. Rien n'est gratuit, rien. Mais c'est à chacun de voir ce qu'il faut faire. Lorsque Awisha voyait que sa mère, ça n'allait pas s'arranger, en vieillissant, elle a été portée plainte pour sa mère. Elle est allée chercher la police, elle leur a dit, regardez, elle est en sang, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc la maman a dit non, je signe pas la plainte. Elle avait encore peur alors qu'il y avait l'autorité à côté d'elle. Puis une autre fois où elle a failli passer, comme la maman de Rachid, là Awisha, elle est partie, elle les a ramenés, elle a dit c'est terminé. Ils l'ont fait sortir.
Et c'était à partir de ce jour-là, elle n'a plus revu son père. Ce n'est pas grave, elle a sauvé une mère, lui il a vécu aussi de son côté. Il vaut mieux ça que continuer à déchirer tout le monde, ça suffit. En tout cas, merci à vous deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Moi, ma question, elle est simple. En tant que victime, comment avez-vous fait pour passer au-delà du traumatisme? Est-ce que l'écriture a été pour vous un moyen thérapeutique pour justement passer au-delà? Parce que je fais partie des personnes qui pensent qu'on peut aller au-delà du traumatisme. Il y a d'autres personnes qui pensent que c'est quelque chose qui restera à vie en soi et qu'on ne peut pas s'en remettre. Est-ce que le fait de dénoncer les violences que vous avez subies a été un moyen pour vous, en gros, de vous en sortir tout simplement? Je vous réponds. Me concernant, j'écrivais parce que c'était mon espace en fait. Depuis toute petite, je m'isolais pour écrire, pour dénoncer la violence, mais je ne la portais pas plus haut que ça. Moi, ça me faisait du bien. Pour tenir, pour pouvoir aller à l'école le lendemain, parce que mon but c'était d'arriver quelque part. Ne pas rester dans cette violence, ne pas vivre avec ça et finir je ne sais pas où. Parce que dans ma famille, personne n'a jamais été porté plainte nulle part. C'est ça, on se débrouillait tout seul. On se serrait les coudes, on s'aimait, ça c'était important. Et Aouisha, par contre, pour s'en sortir, elle s'est dit, moi je ne vivrai jamais cette vie que sa maman vivait. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'isolait, elle écrivait, elle déchirait et ainsi de suite. Le lendemain, elle allait mieux, donc elle continuait ses études tranquillement. Ça c'est important. Plus tard, parce qu'il y a eu après, elle est partie, elle a commencé à travailler, elle s'est mariée, etc. Il y a des choses qui reviennent. Le naturel revient au galop tout doucement. Il suffit, par contre, il suffit vraiment, il faut être très fort déjà. Et cette force, on ne l'appuie pas n'importe où. Il faut la construire. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous aider. Il ne faut pas attendre que... Non, c'est soi-même. C'est s'enfermer, pleurer un bon coup, d'accord? Ne pas prendre le médoc, ne pas aller chercher là-dedans. Ça n'aide pas. On ne fait qu'aggraver le problème. Mais essayer de réfléchir avec soi-même, s'enfermer sur soi-même, dans une pièce, dire qu'est-ce que je fais. C'est vrai qu'Aouisha a été aidée parce qu'elle se replonge sans cesse dans les couleurs qu'elle a connues, enfant. Elle se replonge dans la mer, elle se replonge sur les bateaux, les pêcheurs. Enfin, il y a toute une vie heureuse dans laquelle il faut savoir se raccrocher à quelque chose. C'est pas simple quand il n'y en a pas. Mais il faut le trouver. Ça, c'est une aide. Aouisha n'a pas été voir de psy, elle ne s'est pas fait aider parce qu'elle n'avait pas les moyens, mais elle a beaucoup parlé à des gens de confiance. Et Aouisha, elle avait un petit coffret. Oui, elle avait un petit coffret que je vous invite à découvrir dans le livre parce que Aouisha aussi, il y a le soin de son cœur berbère par le petit coffret de nacre et qui aura une importance capitale à son âge adulte. Et ça, il ne faut pas... voilà, je ne veux pas dévoiler. C'est d'ailleurs à partir de ce coffret que j'ai eu l'envie d'écrire ce livre. Mais je ne le dirai pas. Voilà. Rachid, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dans la réponse à faire? Deux petits mots, oui, pour chacun a son histoire, mais la mienne, elle est un peu particulière. Je crois qu'il y a ma mère à travers moi qui a jamais voulu partir de ce monde. Toujours été combattante, s'est toujours battue pour ses enfants et tout. Et je crois elle voulait transmettre quelque chose pour les femmes battues, les futures femmes battues, parce que malheureusement, il y en aura toujours. Et on essaie de freiner la cadence. Et moi, ce qui m'a motivé, c'est ça, le dossier était là, j'ai mis 7 ans à le lire, je le ramenais au travail, même le soir, je travaillais le soir et ma femme était complètement devenue folle quand elle me voyait sortir avec le dossier pour aller au travail, quoi. Et c'était ma vie, quoi. Et on n'en guérit pas de ça, c'est la vie, quoi, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui s'est passé en sortant comme ça publiquement, c'est que voilà, enfin on vit, on sait qui nous sommes, où on va, on donne quelque chose, une certaine rassurance, quoi. Et on se sent moins seul.
Ah oui, on se sent, oui, on prend le monde à témoin, si vous voulez. C'est ça. Tout à fait. En fait, c'est vrai que chacun a sa façon de trouver la résilience, hein, et c'est pas toujours évident de dire, en s'isolant, etc. Chacun a une façon différente de trouver la résilience et de se soigner des maux qu'il a. Il y en a qui vont mettre des mots sur les mots, hein, MAUX. Il y en a d'autres qui sont obligés de passer devant des professionnels pour pouvoir mettre des mots sur les mots, même si c'est pas à travers l'écriture, mais à travers la parole. Parce que la parole, c'est libérer, c'est se soigner aussi, c'est une façon de se soigner et de parler. Et donc, pour continuer, on va donner encore la parole au public, parce que je crois qu'il y a d'autres personnes qui ont demandé à s'exprimer. Et oui, toi, et après tu passeras à Yasmina. Donc ma question est pour Rachid. Vous avez été dans l'ignorance pendant 35 ans. Mais au moment où votre papa est venu vous récupérer, vos frères et vous, comment ça s'est passé? Et puis moi, il y a une chose qui me surprend. Comment ça se fait que les autorités publiques aient de nouveau vous êtes de nouveau confié à ce père violent, à ce père qui a commis un féminicide? Et ça, personnellement, je ne comprends pas. Et puis, j'aimerais ajouter un mot. Merci pour vos témoignages. Et puis, vous n'avez pas à vous justifier. Aujourd'hui, vous avez la relation que vous avez avec votre père. Point. Je pense que c'est ça, en fait. Voilà. Passe là-bas. C'est une autre question ou c'est la suite logique? C'est la suite logique, je m'en doutais. Non, je pense qu'on ne peut pas aborder ces sujets. Merci d'abord parce que c'est pas facile d'en parler, mais moi j'ai pendant 20 ans accompagné des femmes battues, donc c'était par mon métier. Et j'ai aussi ma propre histoire par rapport aux violences. Et je pense que pour les féminicides, aujourd'hui on dit féminicide. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans encore en France, on disait... crime passionnel. Crime passionnel. On ne déchoit peut-être dans quelques temps, on espère. C'est passé une première fois à l'Assemblée, mais même à l'Assemblée, ils ne sont pas clairs. Rappelez-vous que nous demandons, nous, depuis des années, que lorsque, enfin, on dit féminicide, puisque c'est quand même pas rien, parce qu'avant, il y a aussi crime d'honneur, il y a un certain nombre de choses qui sont ancrées dans le processus. Et là, on demande donc qu'il soit déchu des droits de suite. Le père, l'assassin, et le père violent, pour ça... Jusqu'au procès. Non, d'emblée, si ça passe, et tant mieux ça passe, ça sera à partir du moment où on dit que c'est un féminicide, que quand il va en prison et qu'il est accusé de féminicide, s'il est vivant, parce que je vous rappelle que si celui qui a assassiné sa femme hier, il s'est pendu, c'est terminé. Par contre, il y a la question des enfants, parce que s'il y a des enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sont mineurs? Vous savez qu'il y a des majeurs qui se battent pendant des années pour avoir le droit de s'occuper de leur petit frère ou leur petite sœur. Ils n'ont pas d'office l'autorité d'emblée, par l'affiliation, ça n'a rien à voir avec le droit. Quand je disais, je crois beaucoup à la résilience, à travers l'écriture évidemment, bien sûr, la culture, ça aide, l'éducation aide. Mais lorsque vous accompagnez des femmes victimes de violences, c'est plus qu'une résilience. Elle le sait. Elle sait pertinemment que ses enfants, qui sont le fruit parfois d'amour, mais des fois de désamour, puisqu'il y a des actes qui sont posés par d'autres au moment de cette union qui n'en est jamais une. Ça fait partie de notre histoire et de notre culture commune, pour lequel c'est tabou. Qui aime qui croire? Quand il dit qu'il ne sait pas ce qui est arrivé à sa mère, ça fait partie des secrets de famille. Ouais. Lui, il est petit. Elle a disparu. Donc ces récits, il faut être très très attentif, parce que vous l'avez pris par un roman et sûrement pour un tas de raisons, ça permet la distance. Mais sur la violence, pour que ça permette une distance, il faut comprendre de là où ça vient. L'histoire de nos parents. Moi, j'avais un père très violent, il vient de Kabylie, il a été en France très
très très violent. Il n'a jamais été violent avec ma mère, qui était quelqu'un qui était très malade. Il a été violent avec son premier enfant, qui était une fille. C'est moi. Il a été très violent. Ma mère m'a sauvée de sa violence. Et je pense que, je vais dire comme lui, la résilience, je l'ai eue le jour où il est mort et je ne croyais pas qu'on aimait quand même son bourreau. Pour avoir pourtant fait un travail sur moi-même, avec puisque je fais un métier qui m'obligeait à quand même comprendre ce que ça voulait dire cette violence. Et souvent, on nous la justifie parce qu'ils avaient immigré, parce qu'ils étaient seuls, parce qu'ils avaient une culture, parce qu'ils avaient des choses pour lesquelles ils ne racontaient rien à leurs enfants. Hein. Nous, il ne nous a jamais rien raconté de sa propre culture. La seule chose que j'ai su, c'est à sa mort qu'il était le dernier, le seul garçon qui est venu en France au moment de la guerre d'Algérie et qu'il a été élevé par sa grande sœur et qu'il avait un père très très violent, lui aussi. Je parle de la violence. Hein. Comme quoi c'est bien un système qui doit se pérennise et qui est souvent le patriarcat. Ouais. Et aussi la place des femmes dans ce système, dans ce mécanisme. Et je pense que les plus grandes douleurs, c'est les enfants, comment ils le perçoivent et comment ils grandissent. Et particulièrement les garçons. Parce qu'on dit souvent, les filles, elles ont conscience, si leur mère prend des coups, elles sont plus proches de leur mère pour X raisons, et les mères ont envie de les protéger. Mais les garçons, eux, ils se construisent avec cette violence autorisée, verbalement et physiquement, ou bien c'est l'inverse. Soit ils sont repliés sur eux, et ils auront des liens avec les femmes, un rapport très particulier avec les femmes, leurs sœurs ou leur compagne, leur fiancée, leur premier amour, ou bien ils n'auront rien, c'est-à-dire qu'ils n'auront rien, et très souvent c'est ceux-là qu'on retrouve qui reproduisent la même chose, inconsciemment, ils redeviennent violents eux aussi, dans une union, parce qu'ils sont incapables de s'unir. Voilà, j'essaye d'expliquer un peu le mécanisme, et pourquoi en France c'est si dur, pourquoi dans les pays entiers, hein, vous avez vu, c'est un fléau mondial, puisque le pays le plus grand qui en souffre le plus actuellement, c'est le Mexique. Hein, vous avez 11 ou 15 ou 20, je crois, 16 par jour qui se font assassiner. Il y a des pays où c'est tabou, on ne parle pas de ça, on parle de crimes d'honneur. En Asie, ça reste encore très tabou. En Asie, voilà. En Asie, il y a plus de chances qu'on meure de féminicide. L'Asie et l'Afrique sont deux continents où il y a le plus de chances que des jeunes filles et des femmes meurent de féminicide. Et ce qui fait le plus aussi une contradiction, il y a des cultures différentes, mais il y a aussi les religions. Oui. Parce que tout à l'heure, on a demandé est-ce que vous pardonnez. Le pardon, c'est pour moi qui suis une laïque, et le pardon, c'est un lien avec la religion. La culture judéo-chrétienne l'oblige, mais d'autres religions aussi. Encore plus. Non, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas mieux. Mais je pense que la place du religieux et de la croyance, des croyances, sont essentielles pour remettre du droit. Je reviens au droit. Parce que je pense que le Grenelle, il a laissé, on est resté sur le quai. On est resté sur le quai parce que justement, il fallait trancher sur certaines questions en droit. C'est-à-dire que, oui, alors, il y a la dernière chose, c'est vous avez dit, c'est un malade. C'est trop simple. C'est trop simple, parce que s'il est malade, il faut on lui préconise des soins, et des fois ils ont des injonctions de soins, mais des fois ils n'en ont pas, parce que, et si pour le coup on les prend malades d'office, ils n'ont pas de procès. Bien sûr. Ils n'ont pas à rendre compte même de leur maladie, même en tant que malade, parce que moi je pense que quelqu'un qui est malade, parce que je suis très respectueux des fous, parce que c'est une maladie. Absolument. Il faut, non, mais il y a quand même des fous, mais à partir du moment où, à eux-mêmes aussi, on leur rappelle qu'ils sont dans un système de droit. Voilà, j'ai été un peu... T'as été un peu long, mais c'est bien de rappeler des choses. Je ne sais pas faire court, et je suis passionnée par ce sujet. Quand même.
Y a-t-il d'autres questions avant qu'on redonne la parole ou qu'on réponde aux questions? Oui, bonjour. Moi je me demandais, est-ce que finalement c'est pas plus un problème d'accès de droits des femmes? Parce qu'en fait, je me dis aussi, si par exemple il y avait plus de trucs pour de services publics, pour que les femmes puissent s'enfuir et tout, ça serait mieux. Et après, je me dis aussi par rapport à la question de la culture, en Espagne, à chaque fois qu'il y a des femmes qui sont tuées par la marine, elles font tout un pataquès pas possible, beaucoup plus qu'en France. Et en fait, on a la sensation que les Espagnols, c'est des gros machos, mais en fait, pas du tout. En France, il y a plus d'hommes qui tuent leurs femmes qu'en Espagne par rapport aux habitants. Et du coup, les gens, ils se disent, mais alors pourquoi ils sont en Espagne, ils font un pataquès pas possible, alors qu'il y a moins de féminicides, alors qu'en fait, justement, il y a moins de féminicides, parce qu'ils font tout un pataquès pas possible, parce que c'est un de trop. Et du coup, je crois que dans l'Union Européenne, par exemple, les deux pays où il y a le plus de féminicides, c'est la Tchéquie et la Suède. Donc je suis pas sûre que le truc de culture, ça marche vraiment, quoi. Et après, par exemple, aussi le père... après, le père de mon père, il était violent, je crois, envers lui et ma grand-mère. Et mon père n'est pas devenu quelqu'un de violent, mais en fait, il est devenu quelqu'un d'un peu effacé, quoi, très timide et tout ça. Ouais, très timide, très taiseux, voilà. Ouais. Mais je pense que, à mon avis, c'est surtout aussi comment on met en place le fait de mettre une condamnation sur les mecs qui tuent leurs femmes, même si au final, en fait, on voit bien que la plupart des mecs qui tuent leurs femmes, ils se suicident, donc à la gare, ils s'enfuient, ils les condamnent. Non, moi j'ai frôlé des féminicides, il ne s'est pas suicidé, il fait le beau à 80 ans. Bon, bah excusez-moi, mais en tout cas, le simple fait de dire c'est important que la société dise. C'est important que la société puisse ramener la loi, quoi, pour rappeler que c'est pas normal. De toute façon, on l'a dit, hein, le problème des violences conjugales, en réalité, on l'a dit, et elle l'a dit brillamment, même dans son livre et tout à l'heure, quand elle parlait de Aoucha, en disant c'est pas parce qu'on était en train de changer de pays que ça s'arrêtait, hein, le naturel, il revenait au galop. Et ça concerne toutes les couches socio-professionnelles, il n'y a pas d'histoire de religion, etc. C'est vraiment le pouvoir de domination, la société patriarcale qui est bien ancrée, et que si cette société patriarcale n'était pas si ancrée que ça ferait longtemps qu'il y aurait eu du courage politique, à la fois pas simplement en s'arrêtant sur des lois parce qu'elles existent, mais surtout en mettant les moyens pour que ça s'arrête, parce que c'est un véritable fléau. C'est pas, quand on dit c'est des malades, je suis d'accord avec toi, de mettre ça derrière la maladie, non, ce n'est pas de la maladie, c'est l'éducation sexiste patriarcale qui remet en place le système de domination, et ce système de domination, il est là, et quand on est dans une société qui est bien ancrée dans le patriarcat, et ben, même si on a des femmes politiques ou des hommes politiques qui veulent changer les choses, derrière, quand les moyens ne sont pas mis, quand on en est encore aujourd'hui à chercher des appartements d'urgence pour que les femmes puissent être exfiltrées de leur appartement, on n'en a pas. Quand les femmes ont des ordonnances de protection, mais qu'il a fallu encore se battre sur ça, pour que les femmes soient prévenues quand l'ex-compagnon sort de prison, pour pas qu'elles se retrouvent nez à nez avec lui parce qu'elles n'étaient pas informées qu'il sortait de prison, mais qu'en plus, dans les jugements qu'il y a eu, il n'y a pas d'injonction de soins. Donc on a des gens qui ressortent de prison encore plus remontés contre leur ex-compagne, parce qu'ils ont, parce que il a fait 25 ans, il est sorti, il vient de tuer. Oui, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Il a déjà fait 25 voilà. ans. Et donc c'est quand même la question des moyens, à la fois dès le départ, nous en tant que parents dans l'éducation, l'école et l'éducation, c'est justement cette mise en place d'une éducation non sexiste et non violente, et c'est aujourd'hui les moyens, les questions que nous posons, organisation féministe, et on en parle d'autant plus parce que notre partenariat avec l'ACB, Femmes Solidaires et l'ACB dans les rencontres qu'il y a au cours de ce mois de mars, c'est vraiment la question des moyens qui sont mis pour stopper le fléau à la fois des féminicides, mais des violences conjugales, intrafamiliales, qui sont quelque chose qui
qui mine toutes celles et tous ceux qui en sont violents. La première victime, quand elle est féminicide, la femme disparaît, mais on l'a vu à travers le livre de Rachid, les conséquences sur les enfants qui sont à leur tour victimes de ce féminicide. Ça ne s'arrête pas à la mort de leur mère, ça les traverse tout au long de leur vie. Et à travers le roman de Habiba, ces enfants qui, même si le père est aimant envers ses enfants, parce qu'il faut lire le livre de Habiba pour comprendre pourquoi je dis ça, hein, quand on voit l'amour de ce père envers Aouisha, on se dit comment ce père peut être aussi violent envers la mère, hein, parce que alors qu'il a des garçons, sans révéler le livre, il est la seule enfant qui l'emmène à la mer, à la pêche avec lui. Et il aurait même pu en faire quelqu'un qui aurait pu aller à la pêche avec lui toute sa vie sur un bateau. Il lui aurait fait découvrir la mer. Et il faut voir même la philosophie de vie qu'il enseigne à sa fille, quoi. Et on se dit, c'est pas possible que cet homme-là qui est en train d'avoir une telle philosophie et qui en parle à sa fille, qui, quand il rentre à la maison envers sa femme, est une telle violence. Et je ne veux pas perdre le fil de ce que j'allais dire, mais c'est de montrer combien les pouvoirs de domination sont terribles dans le fait d'engendrer les violences et comment, voilà, c'était pour dire comment Wisha, toute sa vie va être en quête d'identité de ce qu'elle est elle-même. Alors en plus berbère, elle a la deuxième quête d'identité par rapport à son identité berbère, mais c'est surtout comment elle a sa quête d'identité à elle, de refuser par la suite d'être victime de violences avec tous ceux qu'elle rencontrera dans son parcours, et comment on ne sort pas indemne des violences, qu'elles soient violences conjugales, violences intrafamiliales, et qu'elles se terminent malheureusement dans le sang, comme ça l'est par le féminicide. Aouisha accompagnait son père sur le bateau, c'est parce qu'il y avait une raison aussi. Elle avait très peur de lui. Elle avait peur qu'il fasse à cette fille ce qu'il faisait à la mère. Donc, elle le séduisait. Elle sublimait ses moments de douleur pour aller avec lui faire plaisir et puis revenir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je sais, Rachid, tu veux répondre à une question qui t'a été posée par Amara. Vas-y. Il m'a posé une question, alors j'ai pas tout noté, excusez-moi, le retour de mon père, et il y avait une autre question. Ah oui, c'est comment les services sociaux, etc., comment t'es étonné qu'on ait pu que votre père ait eu votre garde, voilà. Alors, mon père a été expulsé au bout de 9 ans de prison, et il devait faire 10, alors par bonne conduite, il en a fait 7. Et expulsé de France. Alors ils en avaient rien à foutre qu'il aille voir ses enfants ou quoi, vous voyez. C'est complètement dégagé, les enfants avec leur maman dans le cercueil, dégagés dans l'avion, en Algérie. En fait, ils avaient ils étaient figés sur le fait qu'ils voulaient reconduire ma mère en Algérie, quoi, à tout prix. Et ils l'ont eu, ils voulaient l'avoir vivante, mais ils l'ont eu morte, quoi. Et nous, on est partis. Mon père, il sort de prison, il part en Algérie aussi. Et oui, où est-ce qu'il va? Moi, je serais à sa place. Je ne serais même pas allé voir mes enfants. Je serais allé à Oran, Taman Rasset, à Bab el Oued, n'importe où, sauf là où ma mère a vécu. Et il est venu chez nous. Et donc, le pouvoir algérien n'avait pas de pouvoir de l'arrêter, de lui dire t'as rien à faire ici chez eux. Il y avait ma grand-mère, il y avait ma tante, il y avait les enfants. T'as tué l'autre, tu as tué sa fille, l'autre tu as tué sa sœur, l'autre tu as tué leur mère. T'as rien à faire ici. Et donc il a vécu avec nous. Il s'est remarié, il a eu un enfant. Ils sont morts tous les deux. Même mon père n'a pas de chance, quoi. Ils sont morts tous les deux au bout d'un an. C'est vrai. Il s'est remarié. Non mais c'est une histoire, mais vraiment. Et puis il est revenu en France par la Grèce, l'Italie et tout ça. Et puis il est reparti pour l'enterrement, justement, de cette dernière. Et puis au bout d'un an, il s'est remarié une deuxième fois. Et il est revenu encore en France. Il a été chopé avec la cocaïne, je crois, à Nice, en voulant avoir ses papiers, la résidence. Et il a fait 2 ans de prison. Après, réexpulsé encore une deuxième fois. Là, il vit, pour une fois, il vit pépère, quoi, avec ça.
avec sa femme et mon demi-frère. Est-ce qu'il bat ta dernière femme? Non, Ah, enfin. pas de, j'ai pas eu de nouvelles. Oui, mais c'est-à-dire à un moment donné, il faut que le cycle s'arrête, parce que sinon c'est une folie, quoi. Ouais, moi j'ai vécu quand il s'est remarié la deuxième fois. J'ai vécu vraiment, j'ai vu ce que c'était vraiment mon père, parce que moi je ne le connaissais pas jusqu'à la sortie de prison, j'avais 12 ans. Là j'ai vu des violences avec ma belle-mère. Oui. Quand il rentrait bourré, oui. Quand il rentrait bourré, il cassait tout. Et la deuxième c'était les services sociaux, donc voilà, oui, ça rejoint, je vous ai répondu. Voilà. On va donner la parole pour encore une ou deux questions. Si je peux juste rajouter... J'aimerais vraiment rendre hommage aux femmes. Aux femmes, elles sont vraiment courageuses. Et je donne un exemple sur ma mère. Quand mon père arrivait de France, il revenait poche vide. Et ma mère, bon, je finis, je commencé, je finis. Et ma mère, elle vendait ce qu'elle avait comme sac et tout, bijoux, pour se faire belle. Faire croire. Et elle disait aux gens que c'est mon mari qui a ramené ça. Sauver les apparences. Si tu racontes tout ton livre, tu vas plus leur laisser d'espace pour aller voir ce qu'il y a dedans, même s'il y a beaucoup de choses. Des femmes. Oui, mais je sais bien, pareil. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, il y a ici et il y a encore une question derrière. Qui veut jouer au micro? Là et là. Oui, c'est moi. Ouais, je prends le micro parce que tu es là. Alors, moi, c'est simple. Quand elle m'a vu Souaed, ça fait en plus un moment qu'on s'est pas vu. Mais bien en face. Alors, quand j'ai revu Souaed, elle m'a dit « Tu détestes les Kabyles, les Berbères, t'es quand même venue. » Je lui ai dit « Oui, parce que c'est toi et parce qu'elle est là. Sinon, je ne serais pas venue, je suis hyper fâchée, je ne veux plus les voir. C'est une société détraquée, c'est une société tabou. » Non, mais sérieux, mais sérieusement. Ben voilà, c'est que moi j'ai une histoire de vie où je rencontre quelqu'un, on a un lien de parenté parce que nous sommes tous les deux de grandes familles puissantes paraboutiques de Rahmania. Voilà, et chez moi tout se passait très bien. Mon petit village il s'appelle Yahle, c'est rêve. J'ai eu une vie d'enfance dans ce village de rêve. Tout le monde s'aimait, les portes étaient ouvertes, les enfants c'était des rois. Personne ne rentrait chez lui avec les bonbons pour ses propres enfants. Tout était partagé. On a été dans un cocon trop préservé. Donc en fait, j'ai fait une tumeur, une deuxième tumeur. La deuxième tumeur, je me suis dit, putain, je ne vais pas dire non à tous les mecs. Je sais que j'ai un problème. Peut-être celui-là, c'est ma survie. Comme je rêvais de chèvres et de village, de Kabylie, il m'a vendu mon rêve. Tout simplement. Voilà. Il n'a pas eu trop de mal. Donc, juste après l'exérèse de la tumeur, je pars un mois après. En une semaine, tout a été organisé. Ma robe de mariée, gréco-romaine, le styliste, 11 mètres sfifine, hein, le truc, là, les cordes berbères, avec un même le carré, s'il vous plaît. Sinon, c'est pas des sfifines, c'est SRO. Et bien sûr, je savais ce que j'allais porter comme bijoux. Les bijoux de mon arrière-grand-mère que je n'ai jamais connue. C'était le mariage et l'amour parfait avec une belle rose rouge. Début de mon cauchemar. Je vous assure. Mais là, je tombe des nues. Je découvre un autre village qui n'est pas village. Des us et coutumes que j'ai jamais connues. De la violence. Et bien sûr, la chape de plomb. C'est-à-dire des tabous, on ne dit pas. Et moi, je voulais protéger mon père qui était malade. Je ne disais pas. Parce que mon père, quand j'ai fait ma dernière rupture, je l'appelle Vava Aten Dayunazou. J'aurais tout, ah, mais c'est parfait, il connaissait mon copain. Nous sommes restés 7 ans ensemble. 2 mois après, je l'appelle, Vava, c'est terminé. Alors il me dit une chose, ma fille, s'il te plaît, tu es là-bas. Ne reviens pas en arrière, ne reviens pas ici. Les Kabyles d'ici, il n'y en a pas un qui est correct et sain dans sa tête. C'est des enfoirés. Ma première difficulté pour annoncer mon mariage,
Elle va dans dire, je vais épouser celui-là qui est de telle tribu, qui est de... D'accord, il n'a rien dit, ça dit, donc, qu'est-ce que je vais dire, on va faire avec. Mon mariage, par contre, je l'ai décidé avec un schéma. On ne va pas me vendre. J'ai interdit l'argent, le sou sur la table. J'ai dit, je vais être à côté de mon père. Le mec, il sera en face. Et il dit, Wally. Le cheikh, il sera au bout. Je fais avec. Et je ne serai pas caché. Et tout le monde sera là comme témoin. Ça, j'ai réussi à le faire. Le reste, je vais me guérir. J'ai commencé à écrire. Voilà. Et je me fais coacher par Louisa. Ben, voilà. Au moins, il y a un travail qui se fait. Louisa qui voulait... tu voulais dire quelque chose? Il y a Louisa qui avait demandé la parole. La jeune fille derrière. Non, il y a une jeune fille derrière. Bonjour. Mais du coup, j'aurais une autre question. C'est du coup le père, qu'en a-t-il pensé du livre? Parce que ça, mine de rien, on n'en a pas discuté. Et je voulais juste faire un dernier petit clin d'œil, parce quand on parle de féminicide, on a tendance à exclure les femmes qui se suicident suite à des violences sexuelles et sexistes. Je pense notamment à Océane, 21 ans, qui est décédée cet été, qui s'est suicidée donc suite à de nombreux viols qu'elle avait subis et auxquels la justice n'a pas pu, comme d'habitude, gérer, même prendre la plainte. Donc voilà, je voulais juste qu'on n'oublie pas aussi toutes ces femmes qui se sont suicidées suite à ces violences, parce que mine de rien, vous aussi vous auriez pu mourir suite au traumatisme que vous avez vécu et que vous avez choisi de vous relever. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Vous voulez répondre sur... Rachid va répondre sur son père, parce que c'était la réaction. Donc, je vous réponds. Vous aviez une question tout à l'heure sur l'expertise psychiatrique de mon père, sur son étude, sur son dossier, et il avait passé une expertise et il n'était pas malade. Mais ma propre contre-expertise, il est malade. Voilà. Parce qu'ils ne disent pas qu'il est malade, mais il en sort beaucoup de choses dans ce dossier-là. Un problème affectueux, enfin un problème, beaucoup de soucis, mais ils ne disent pas qu'il n'est pas apte à aller devant les assises. Voilà. Voilà. Et pour moi, c'est un vrai malade. Et puis ce qu'il en pense du livre, il m'a dit, il m'a dit, un truc comme ça. Il m'a dit, tu as déshonoré la famille en gros. Voilà. Et là, j'ai pas voulu répondre parce que il y avait beaucoup de réponses à lui donner, mais il m'a dit, tu as déshonoré la famille, J'ai entendu ça et ta famille, tes frères et tout ça. Voilà. Et il n'était pas content. Et pour son anniversaire, là, dernièrement, c'est 86 ans, je ne vous cache pas, je lui ai envoyé ce livre. J'ai barré le il, j'ai mis le tu à la place. Ah, voilà. Qui tu as tué mon père? Ah, bravo. Voilà. Vraiment, je l'ai fait. J'ai envoyé par poste. Je pense qu'on arrive au terme de notre rencontre littéraire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Habiba? Un petit mot de conclusion ou pas? Je rebondis sur ce qu'a dit la jeune femme. Ah oui, je voulais répondre aussi. Moi, l'idée de ce livre, c'était que deviennent les enfants après toutes ces violences. C'est vrai, je ne cacherai pas que l'idée de suicide, l'idée de mettre fin à sa vie ne m'a pas traversée pendant des années. Mais bon, je tombe, je me relève, j'ai toujours une âme autour de moi qui va me tendre la main, on va discuter, puis ça passe. Mais rien n'a été facile. Rien. Tout se paye.
sais que Rachid, vous avez vécu des périodes de dépression aussi, puisque vous en parlez dans le livre. Hein. Le suicide, moi, il a tout le temps... c'était un joker. Le suicide, en fait, en gros, il m'a aidé. C'est un joker, je savais qu'il était là sans l'utiliser. Vraiment, il m'a aidé, ce joker. Jusqu'à ce que je sors comme ça médiatiquement. Là, je l'ai rangé définitivement, et j'espère, parce qu'on n'en guérit pas encore. Je ne vous cache pas que ce livre, je l'ai écrit pendant 1 an et demi, et il m'a laissé une grosse migraine, quoi. Dès que je plonge, comme aujourd'hui, j'expliquais tout à l'heure, je lui disais, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Je ne voulais pas prendre un cachet parce que c'est chimique, j'aime pas. Et ça fait très très mal, quoi. Donc, et là, ça va. Je voulais quand même ajouter quelque chose qui me fait penser, Rachid. C'est que, en ayant connu un père comme ça qui cognait sur ma mère sans arrêt, je m'étais juré que je ne me marierais jamais. Et que l'homme me faisait peur. Donc j'ai vécu longtemps seule. Je voulais d'abord mon indépendance parce que Yama disait toujours à Oisha, vas-y, il faut travailler, il faut réussir dans ta vie, sois indépendante. Ne dépends jamais d'un homme, ne lui tends jamais la main. Il faut que ce soit toi qui te débrouille toute seule. Donc je m'étais juré que je n'épouserais jamais personne, donc je me suis mariée, j'ai fini par me marier, donc ça marche très bien depuis 43 ans. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Je voulais répondre aussi à la question sur le suicide. De toute façon, il est prouvé aujourd'hui par les médecins que les femmes qui ont été victimes de violences conjugales, hein, il y a des études qui sont sorties, si elles ne se suicident pas, et heureusement que la majorité ne se suicide pas, mais malheureusement, ce qu'il en ressort, c'est qu'elles développent des cancers quelques années après. Voilà, des maladies... elles somatisent. Hein. Je voudrais vous remercier donc pour votre présence. Je remercie aussi les internautes qui nous ont suivis. Ce que je voudrais rappeler, c'est que, comme je l'ai annoncé au début, hein, nous avons un programme tout au long du mois de mars. Donc on vous invite déjà à venir à la CB, de sortir de derrière les écrans et de venir... voir la belle exposition de Zahra Aksous, Femmes en mouvement. C'est une très belle exposition de photos des femmes en lutte. Le mercredi 15 mars, mon ami Samia Messaoudi recevra aussi à 19h Rahma Adjadj pour Nous les transgressives, un livre aussi très intéressant sur la nouvelle génération et comment transgresser la pression sociale, la pression familiale. Sujet que nous avons effleuré au cours de cette rencontre parce qu'on a plutôt axé sur les violences, mais on aurait pu aussi prendre le livre de Habiba sur la question de la pression sociale et du groupe familial sur la poursuite de sa vie quand on décide de voler de ses propres ailes. Et nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre newsletter. Et puis il y a une chose aussi que l'on a lancée à la CB, c'est surtout ne nous oubliez pas, nous sommes une association, et puis vous le savez, toutes les associations ne vivent pas des dons du ciel. Mais si vous pouvez être un petit peu ce bout de ciel qui fasse un don à l'association à l'ACB, à l'association de culture berbère, vos dons sont les bienvenus parce qu'il faut que nous continuions à soutenir la culture berbère, à soutenir l'activité de cette association qui est axée sur la culture berbère, ce qui nous permet de recevoir des auteurs intéressants, d'aborder des sujets et d'avoir toujours au cœur de nos thématiques la question berbère. Donc je ne sais plus où j'ai mis le petit bon de soutien, mais surtout, voilà, vous pouvez le faire et vos dons seront les bienvenus. Mais si vous voulez aussi adhérer à l'association de culture berbère, vous pouvez le faire aussi. Merci et à très bientôt. Et le rendez-vous. Pendant que les internautes vont boire un coup
à notre santé. Nous, on va aller boire un coup à leur santé, mais en réel et avec des vrais gens aussi.